Personne connaît ce mec. Et pourtant, c'est probablement la personne la plus importante du monde des mangas de ces 5 à 10 dernières années, étant derrière Dan Da Dan, Spy X Family ou encore Chainsaw Man. Mais dans ce cas-là, comment c'est possible que personne n'ait jamais entendu parler de lui? Et qu'est-ce qui le rend aussi particulier? Eh bien, on va voir ça aujourd'hui. Donc laissez-moi vous parler de Shihei Lin. Mais avant de vous parler de lui, il faut d'abord que je vous explique rapidement 2-3 trucs sur comment sont faits les mangas. Donc faisons un schéma. Vous êtes juste ici, les lecteurs. Vous lisez ce qu'un mangaka a écrit. Mais à part si c'est un manga amateur, vous n'avez pas une relation directe avec ce mangaka. Car pour que vous puissiez le lire, il faut d'abord qu'il ait été publié. C'est alors ici qu'intervient la maison d'édition, servant à la fois d'intermédiaire entre le mangaka et le lecteur, mais étant aussi celle qui dirige si un manga peut être publié et dans quelles conditions il peut l'être. On a donc une organisation tripartite lecteur, mangaka, maison d'édition, à laquelle vient s'ajouter un 4e maillon, à mi-chemin entre la maison d'édition et le mangaka, c'est le responsable éditorial ou tanto. Le tanto, son rôle c'est de gérer le quotidien des mangaka, en supervisant leur travail, les aidant pour se documenter, les accompagnant dans leurs déplacements, etc. Souvent donc, il agit comme une sorte de superviseur qui mène les auteurs à la baguette. Et Shihei Lin, c'est justement un de ces tantos, mais vous allez le voir, c'est pas un tanto comme un autre. Donc, Shihei Lin est le 1er juillet 1982 à Tokyo de 2 parents d'origine taïwanaise. Et contrairement à la plupart des gens du milieu, il grandit sans avoir d'intérêt particulier pour les mangas. Faut dire que lui à la base, c'est plus un gars de la littérature, d'où le fait qu'il se tourne vers des études de lettres modernes à la fac. Mais ne sachant pas trop quoi faire une fois son diplôme en poche, il décide de rejoindre la Shueisha en tant que tanto. Tout simplement car c'est l'entreprise qui lui propose le meilleur salaire en sortie de fac. Il rejoint alors en 2006 l'édition du Monthly Shonen Jump, puis du Jump Square l'année suivante. Commence alors pour lui une carrière de plus de 15 ans. Comme on aurait pu s'y attendre, ses débuts de carrière ne sont pas particulièrement extraordinaires. Car si on enlève le cas Blue Exorcist faisant figure d'exception avec ses 11 millions d'exemplaires vendus entre 2009 et 2014, il s'occupe quasi uniquement d'auteurs débutants qui doivent encore faire leurs preuves. On résulte donc que la majorité des œuvres qu'il produit se révèlent être plutôt des flops. Je veux dire, loin de moi l'idée de vouloir manquer de respect à Kako Kawaii Sengen, mais ça a pas l'air bien. Après, c'est normal, le mec vient de commencer le boulot d'éditeur, alors faut bien qu'il apprenne les ficelles du métier. Ça, c'est ce que j'aurais dit si Shihei Lin avait été un éditeur lambda. Mais dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Car si effectivement la plupart des œuvres dont il est chargé à l'époque sont plutôt des bides, faut l'admettre, il y a une raison à ça, qui n'est pas du tout due à un manque de compétences. Parce que si on regarde ses œuvres éditées entre 2007 et 2014, quelque chose titille immédiatement l'attention. Parmi les auteurs édités par Lin, 3 sur 5 sont des mangaka qui vont devenir très connus par la suite. Respectivement Yoshiaki Sukeno, auteur de Twin Star Exorcist, Yuji Kaku derrière Hell's Paradise et le prématuré Ayashimon, mais surtout Tatsuya Endo, auteur de Spy Family. Lin n'est donc pas en train d'avoir un début de carrière moyen, mais en réalité en train de former ses propres Avengers du manga. Sans compter que, même s'il en publie une partie, il travaille également à côté de ça avec de jeunes mangaka amateurs qui n'ont pas encore publié leur premier manga. On parle ici notamment de Yokino Butatsu pour Dan Da Dan et d'un certain petit gars à la photo de profil de cœur, un jeune artiste pas très connu du nom de Tatsuki Fujimoto. En 2016, Shihei Lin édite son premier grand succès d'une longue série, Fire Punch, un manga écrit par Tatsuki Fujimoto qui va savoir choquer, moins par sa violence que par la manière dont c'est écrit, très particulière. Mais ce qu'il faut dire en même temps, c'est que c'est pas tant que ça une surprise, car Fujimoto déjà à l'époque, c'est pas n'importe qui dans le monde des mangas. Il a déjà gagné plusieurs prix pour ses one-shots rocambolesques, et même si c'est la première fois qu'il s'essaye à un format long, la question n'est pas de savoir si ça va être bien, mais plutôt à quel point ça va l'être. Et comme prévu, c'est un succès. Peut-être moins un succès commercial que critique, souffrant du fait de ne pas avoir été adapté en animé, mais un succès tout de même, étant nominé pour plusieurs prix. Sauf que le succès, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Tout du moins, ça ne l'est pas du point de vue de Lin, qui a un objectif beaucoup plus grand avec ce manga. Car même si le fait de développer sa renommée en tant qu'éditeur est un ajout sympa, ce que Lin voit avant tout ici est une opportunité. Faire de ce manga le lieu d'apprentissage de sa nouvelle génération. Ainsi, il utilise Fire Punch comme une sorte de camp d'entraînement pour ses protégés, confiant à Fujimoto les auteurs qu'il chapeaute, c'est-à-dire Yuji Kaku, Yokino Butatsu et Tatsuya Endo, pour qu'ils deviennent tous assistants sur ce manga. Et si c'était pas déjà assez fou que ces 4 futurs auteurs de best-sellers travaillent sur une même œuvre, ça le devient certainement quand on se rend compte qu'ils travaillent ensemble. Car Fujimoto n'étant pas du genre dictateur, il n'hésite pas à demander leur avis à ses assistants sur comment écrire son œuvre. C'est notamment le cas de Kaku, sur lequel Fujimoto avouera avoir apporté beaucoup sur la création des personnages de Fire Punch. De cette manière, Lin cherche ici à développer l'aspect relationnel des mangaka avec qui il travaille, en les incitant à s'ouvrir à de nouvelles idées, et pas juste à écrire en mode tunnel vision. C'est comme ça que va vraiment naître cette nouvelle génération de mangaka, plus libre, formée sous l'égide de Shihei Lin. Mais vu que personnellement, moi tout ça, ça me fait penser au groupe d'avant-garde artistique du début du XXe siècle, dans l'originalité, le travail en groupe, etc., je propose qu'on les appelle à partir de maintenant les avant-gardes du manga.
Bon, la sortie de Fire Punch c'était un bon début, mais c'est à partir de là que les choses sérieuses vont vraiment pouvoir commencer pour la carrière de Shie-Lin et des 4 Lascar. Car début 2018, juste après la fin de Fire Punch, Yuji Kaku commence la publication de Hell's Paradise, prenant d'ailleurs Tatsu et Endo comme ses assistants, mais surtout c'est décembre 2018 qu'il faut noter comme la date la plus importante pour ces avant-gardes du manga, avec la sortie de l'œuvre qui leur sert de chef de file, Chainsaw Man. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point Chainsaw Man a été un succès marketing et critique, avec près de 30 millions de tomes vendus, ainsi qu'un animé d'une qualité exceptionnelle. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse plus là tout de suite, et qui est la raison pourquoi je tiens vraiment à parler d'avant-garde du manga. Parce que Chainsaw Man, c'est aussi un succès plus idéologique, permettant à cette nouvelle vague de mangaka, moins traditionnaliste et globalement plus ouverte, de venir par son intermédiaire se trouver une place dans le Weekly Shonen Jump, magazine le plus populaire, mais aussi probablement le plus conservateur dans ses codes. C'est littéralement une avant-garde qui vient se séparer de l'arrière-garde. Ce qui est, attention je vais dire un gros mot, plutôt politique en fait. Parce que dans un milieu de la bande dessinée japonaise qui a toujours été historiquement très conservateur, arrivent des œuvres comme Chainsaw Man ou Hell's Paradise qui cherchent à décomplexer la sexualité des japonais, des auteurs comme Yoki Dobutatsu qui voulaient absolument que le personnage principal de son shonen soit une fille, etc. Ce qui sont des choses qui peuvent paraître certes assez basiques en France, mais qui ne le sont pas du tout dans un Japon hyper traditionnaliste, ayant souvent peur vis-à-vis du changement. Ainsi, ces mangas représentent la façon de penser d'une jeunesse plus ouverte d'esprit, car plus ouverte au monde extérieur. Sachant que, vu l'âge moyen au Japon, être jeune c'est genre avoir 40 ans. Le problème après est que malgré que des idées plus progressistes se développent, si on appelle le fait de ne pas être raciste, sexiste, homophobe, pédophile, etc. être progressiste, ce n'est pas non plus une cause totalement conquise et il y a de vraies résistances de la part des maisons d'édition. Car au final, l'idée reste de vendre des mangas et donc elles ne peuvent pas se permettre de se montrer très cassantes ou trop avancées. Sauf que le seuil à partir duquel on considère qu'on commence à faire fuir des gens est beaucoup plus faible au Japon. Prenons le cas de Dan Da Dan par exemple. À la base, Momo était censée être la seule protagoniste. Et c'était quelque chose de très important pour Tatsu qu'elle soit une femme forte et indépendante et pas juste un sidekick ou love interest. Mais face à Tatsu, se sont dressées de nombreuses résistances de la part des éditeurs, qui ne pouvaient pas s'imaginer un manga shonen où le personnage principal ne serait pas un mec. Ils ont donc forcé un compromis où il y aurait un duo de personnages principaux dont l'un serait un garçon. Ça veut quand même dire que la maison d'édition a estimé que le fait que le personnage principal soit une fille était quelque chose de polémique. Je pense que cette phrase parle d'elle-même. Bref, je divague, même si tout ça a directement un lien avec Shie-Lin. Mais pour en revenir à un aspect plus chronologique, 2018 marque également un point de passage dans la carrière de Shie-Lin, qui va obtenir une promotion. Éditeur en chef du Shonen Jump Plus. En 2018, Shie-Lin prend la tête de la rédaction de Jump Plus, la plateforme numérique de la Shueisha sur laquelle sont publiés de nombreux mangas. Et ce rôle de responsable, il va en profiter en favorisant le développement des auteurs qu'il édite, à commencer par son collaborateur et ami Tatsuya Endo, à qui il offre dès mars 2019 une place sur la plateforme. Mais ce qui pourrait être interprété à première vue comme du pistonnage clair et net est à remettre dans son contexte, car faut vous dire qu'à ce moment-là, ça fait déjà 12 ans qu'ils travaillent ensemble tous les deux, leur première collaboration remontant à 2007 avec Tista, donc autant dire que Lin sait de quoi Endo est capable. Cependant, ce qu'il sait aussi est que s'il continue à écrire ce qu'il a toujours écrit, c'est-à-dire des œuvres sombres, il ne percera jamais. Car depuis Tista, Endo n'a rien publié de convaincant, tout ce qu'il a à son actif étant 5 volumes d'un manga qui porte étrangement le même nom qu'un hentai sorti au même moment. Ainsi donc, Lin va devoir se montrer ferme, et quand Endo lui soumet pour la première fois le prototype de Spy Family, il est obligé de le forcer à des changements. Le visage fermé de la jeune adolescente devient alors la bouille mignonne de Anya, la normalité du père devient la face de BG de Lloyd, et le thème de la guerre est transformé en une histoire comic slice of life entre espions et famille. Lin pousse donc Endo à des compromis, mais attention, c'est pas pour lui nuire. L'idée est qu'en jouant sur ses points forts et sur ce qui marche, Endo pourrait enfin publier une histoire en continu, mais qu'à côté de ça, il pourrait continuer d'aborder des thèmes plus sombres en parallèle dans son manga, même si de façon plus marginale. Et sans surprise, c'est un grand succès, devenant le manga le plus rapide à atteindre 1 million de lectures numériques. On voit donc ici l'importance que Shie-Lin peut avoir sur une histoire, pas seulement d'un point de vue marketing, mais aussi sur l'aspect scénaristique. On pourrait en dire autant d'ailleurs de son travail sur Dan Da Dan, Lin étant celui validant les idées folles de Tatsu pour l'aider à rester dans le loufoque sans jamais tomber dans le ridicule. Au passage, on peut aussi noter que l'une des raisons du succès de Shie-Lin, au-delà du fait qu'on dirait que c'est un putain de visionnaire, est le fait qu'il est très investi dans son travail. Je sais pas si on peut parler de passion, mais toujours est-il que quand il fait les choses, il les fait pas à moitié. Par exemple, à l'époque où il est devenu Tanto, aucun responsable éditorial ne portait d'intérêt aux adaptations animées des œuvres qu'ils éditaient. Mais Lin, lui, avait une vision
différentes. D'après lui, l'auteur lui avait confié la responsabilité de sa série en l'acceptant comme éditeur. Donc il devait s'assurer que ce que l'auteur voulait raconter soit transmis de la manière la plus fidèle possible au spectateur. Ainsi, à travers l'animé Blue Exorcist, Lin sera l'un, si ce n'est le premier tantôt, à travailler à plein temps sur la production d'une adaptation animée, participant à toutes les réunions et proposant au passage ses idées et suggestions. De cette manière, le but de Lin en tant qu'éditeur n'est pas de forcer les auteurs à écrire ce que lui et la maison d'édition veulent, mais à l'inverse de les aider à s'exprimer le plus librement possible. Ainsi, dans sa carrière, Shie Lin a accompagné plus de 100 auteurs, allant jusqu'à travailler sur 50 œuvres dans une seule année. Et à travers le succès de tous ces mangas, mais également de leurs adaptations animées, Lin va acquérir jusqu'en 2022 un véritable poids en tant qu'éditeur, et son statut va prendre une vraie influence dans la Shueisha. Mais en septembre 2024, une nouvelle va choquer le monde manga. Dans un tweet publié le 28 septembre 2024, Shie Lin annonce avoir quitté la Shueisha depuis août 2022. Il explique avoir créé sa propre entreprise pour se pencher sur ses nouveaux projets, mais que cela ne va pour l'instant rien changer à ses productions en cours, continuant de travailler en tant que freelance pour la Shueisha et de s'investir dans les adaptations animées. Ce départ fut justifié par deux choses selon Lin. D'abord par une envie de diversifier ses activités, en commençant même à regarder du côté de la production d'animés, voire d'œuvres live action, mais aussi cela fut motivé par une volonté de s'investir dans la formation des jeunes mangaka, ayant pour projet d'organiser des cours et conférences dans des écoles. Cette information a pris tout le monde de court, mais ce qui est encore plus intéressant que l'information elle-même, c'est le timing à laquelle elle arrive. En effet, 2024 et même avant aura été une véritable période de transition pour le manga, s'illustrant notamment à travers la fin de nombreuses grosses séries. On passe donc de la fin d'un cycle au début d'un nouveau, et tout le monde est touché. Donc au final, ce que cette annonce marque n'est pas plus la fin de la carrière de Lin chez Shueisha qu'un simple symptôme des mutations que connaît le monde du manga ces dernières années. Cependant, son départ est quand même représentatif de certains changements dans l'industrie, posant notamment la question de comment les éditeurs traditionnels, Shueisha, Shogakukan, Kadokawa, etc., vont appréhender ce passage à une nouvelle ère, face à de nouveaux acteurs bien plus modernes. Car aujourd'hui, l'époque a totalement changé, et avec le développement de l'accès au manga, il est devenu bien plus difficile de reproduire des formules connues, obligeant chaque auteur à faire preuve d'originalité pour percer. Et même si le Jump tente de développer sa nouvelle génération malgré la perte de Lin à travers des œuvres comme Sakamoto Days, Blue Box, Akane Banashi ou Kagurabachi, il faut encore que sur le long terme, il arrive à découvrir et développer de nouveaux talents tout en s'adaptant aux évolutions du marché. Car de son côté, la période de transition est visiblement finie pour Lin, et il est venu le temps pour lui d'essayer à nouveau de révolutionner le manga.